L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Comment ça va, Mustapha? Ça va très bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Moi, cette fois, je vais un peu inverser. Je vais me déclarer parce que, en fait, si j'ai bien compris, l'objet des entretiens épistémiques, c'est de voir comment on pense et pourquoi on pense que l'on pense. Moi, je vais d'abord déclarer comment je pense et après, à travers l'échange, vous allez vous apercevoir comment j'ai illustré la façon de réfléchir. Je vois qu'il y a deux axes. Il y a la science, il y a la foi. Si on fait une matrice, sur l'échelle de la science, il y a des gens ignorants, donc le plus ignorant des êtres humains et le plus sachant, ça c'est un vecteur. Et puis, il y a ceux qui croient et ceux qui croient pas. Donc si on fait une matrice, on a 4 personnages. Ceux qui sont ignorants et qui n'ont pas de foi, ceux qui sont ignorants et qui ont la foi, ceux qui sont scientifiques et qui n'ont pas la foi, et ceux qui sont scientifiques et qui sont des hommes de foi. Moi, je me situe dans le 4e carré, c'est-à-dire que je réfléchis en m'aidant donc des avancées scientifiques, mais aussi avec un cadre religieux. Ceci étant, par rapport au sujet, par rapport à la déclassification, c'est vrai, comme l'a dit Marco, c'est pas la première fois qu'il y a une déclassification, mais ce qui est très qualitatif dans cette déclassification, sans tomber dans les théories conspirationnistes ou détourner l'attention, c'est une très très bonne déclassification. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, elle est institutionnalisée. Et puis là, cette déclassification n'est que le résultat d'une loi qui a été passée en 2024 aux États-Unis. C'est que tous les organismes qui ont collecté des phénomènes anormaux, non identifiés, sont dans l'obligation de les envoyer à un organisme central. Donc ici, on a une institutionnalisation. On a plus de transparence. Et donc, ça ne peut être que merveilleux. Déjà, pour enlever ces trucs de conspirationnistes et pour rejoindre la question que vient de poser Russell, l'excellente question, c'est pour plus de transparence. Et c'est un pas pour que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, et de mon point de vue est très très positif, puisse être généralisé. Si en France on fait la même chose, au Japon, aux États-Unis, et que demain on aurait une institution multilatérale qui centraliserait tous ces phénomènes anormaux non identifiés, non pas pour trouver ou pour ne pas trouver, parce que c'est aussi un excellent moyen de faire remuer un peu la recherche. Et donc, moi, je trouve, contrairement à tout ce qui a été dit, que c'est une excellente chose, cette classification. Pas pour la déclassification en elle-même, parce qu'on a déjà plusieurs déclassifications, mais c'est pour la façon de faire. Et deuxièmement, cette déclassification, on parle de déclassification, là aussi c'est faux. Il y a une partie qui a été déclassifiée. Cet organisme, le AARO, c'est un organe qui est en train de centraliser. Et puis, il est en train de publier les choses au fur et à mesure. Donc, on est encore très loin de la déclassification totale. Ok. Ce que tu nous dis là, pour toi, c'est une bonne chose que ça soit déclassifié. Parce que voilà, ça permet plus de transparence auprès du grand public. J'ai 2 questions à ça. Est-ce que parce que tu disais c'est la première fois que c'est un organisme, que c'est gouvernemental, je crois que t'as dit, qui déclassifiait. Est-ce que c'est le cas? Les autres fois où c'était déclassifié, c'était pas officiel. Et la deuxième question, c'est est-ce que toute transparence avec le grand public est forcément une bonne chose?
Alors, premièrement, les déclassifications par le passé, c'était par rapport à un organisme. Soit la NASA déclassifiée, soit le FBI déclassifié. Aujourd'hui, c'est un organe fédéral central qui centralise des informations et qui déclassifie. Par rapport à la deuxième question, bien sûr. Pourquoi le peuple aurait une minorité politique? Est-ce que le peuple, est-ce que les gens ne sont pas majeurs? Et puis aussi, si on peut aller dans le sens de plus de science et de moins de conspirationnisme, l'humanité est gagnante. Mais est-ce qu'une déclassification justement de ce genre de sujet ne peut avoir que pour effet d'avoir moins de conspirationnisme et plus de connaissances? Et pas l'inverse? Non, pas du tout, parce que Marco a parlé de deux choses qui sont aujourd'hui très fondamentales et qui nous empêchent d'appréhender cette problématique correctement. Il y a tout ce qui est anthropomorphisme. Il y a aussi l'état de nos connaissances, l'état de la science actuelle et surtout la façon de faire la science actuelle. Aujourd'hui, par rapport au métamorphisme, à l'anthropomorphisme, on a tendance à chercher quelque chose qui nous ressemble, nous, êtres humains, qui ressemble à notre façon de réfléchir, d'avoir notre rapport avec le réel, avec les cinq sens, avec la raison, avec la connaissance. Or, indubitablement, enfin pas indubitablement, mais à 99%, on va tomber dans l'anthropomorphisme. On va chercher des gens qui nous ressemblent, avec une tête, avec etc., peut-être de couleurs différentes, etc. Donc, anthropomorphiser la recherche des phénomènes ou expliquer les phénomènes que nous n'arrivons pas à expliquer par rapport à l'anthropomorphisme, c'est très mauvais. Le deuxième biais, c'est la façon de faire la science aujourd'hui. La doxa dominante scientifique. Aujourd'hui, la science, c'est quoi? Il faut la méthode scientifique, il faut que ça soit mesuré, on a besoin de preuves, de démonstrations. Or, tout ça, il y a de très, très grands biais. D'abord, au niveau des postulats, que l'on postule avant de faire la science, c'est-à-dire les hypothèses, les prémices, les axiomes, etc. Et par rapport à cette hypothèse, on dit que la réalité est fondamentalement matérielle. Et on veut mesurer cette réalité. Et on veut de preuves matérielles. Or, nous, aujourd'hui, on a un rapport avec le réel à travers les 4 dimensions. Les 3 spatiales et la 4e, c'est le temps. Mais qui nous dirait que au-delà de ces 4 dimensions, il y a d'autres dimensions, comme la théorie des cordes, comme la théorie M, où il y a 10 dimensions, 6 dimensions supplémentaires. Et si les extraterrestres n'étaient pas dans les 4 dimensions, ils étaient dans d'autres dimensions? Donc voilà un peu des choses qui nous bloquent cet anthropomorphisme et cette façon de faire la recherche, elle nous bloque. Aujourd'hui, on a besoin de preuves matérielles, mesurables. Pourquoi matérielles et mesurables? Parce que c'est la façon dont on fait aujourd'hui la science. Nous ne qualifions de scientifiques que ce qui est méthodique, avec des hypothèses qui ne sont pas prouvées, et donc ça aujourd'hui c'est un véritable blocage. Si maintenant les phénomènes paranormaux puissent aller déstabiliser cette façon de faire la science et entrevoir une autre façon de faire la science, pas uniquement le mesurable. Et puis le mesurable, il est aussi fonction de nos techniques. Avant, on connaît pas le nord. Il a fallu créer la boussole. Aujourd'hui, on a des accélérateurs de particules. D'accord? Mais c'est toujours matériel. Et pourquoi on n'aurait pas une autre façon de faire la science, une science informationnelle peut-être, qui autoriserait d'autres hypothèses, d'autres manières de réfléchir? Or, aujourd'hui, on cherche uniquement dans ce cadre. D'où l'intérêt majeur d'avoir un maximum d'effets anormaux et peut-être arriver à les expliquer autrement que par la façon dont on fait la science aujourd'hui.
T'as dit beaucoup de choses, mais je vais essayer quand même de résumer. Mais en fait, pour toi, la difficulté aujourd'hui, c'est que la science ne s'intéresse pas à ce qui n'est pas matériel, et que du coup, faudrait un petit peu modifier cette manière de voir et de penser, et que peut-être ça permettrait d'ouvrir d'autres domaines, d'autres choses. Pour en revenir au sujet, parce que ma question c'était, est-ce que c'est une bonne chose forcément que ces dossiers soient déclassifiés? Est-ce que c'est une bonne chose selon toi que le grand public soit au courant de tout? Oui, j'ai dit que c'était une bonne chose pour le grand public, non seulement pour le grand public, mais aussi pour l'élite, c'est-à-dire les scientifiques qui font avancer la connaissance. Pour le grand public, c'est d'éviter cette façon de vouloir, quand on n'arrive pas à expliquer les choses, de vouloir aller soit vers la théorie conspirationniste, soit pour des théories extraterrestres, soit, tu vois. Donc ça, c'est pour le grand public. Le grand public aussi a un certain nombre de valeurs qui ne sont pas aujourd'hui partagées au niveau de la politique et de la géostratégie mondiale. Le grand public veut un monde idéal, juste, etc. L'idée d'extraterrestres qui viendraient nous titiller, je ne sais pas si, enfin, vous avez probablement vu beaucoup de films d'attaques extraterrestres, ça donne une solidarité de l'humanité. Et c'est donc même au niveau du grand public, parler d'extraterrestres, c'est une façon de fédérer l'humanité. Cette humanité qui est en lutte dans tous les aspects de la vie, l'économie, dans tout, on est en lutte les uns contre les autres. Comme si à titre individuel ou social, pour pouvoir nous prouver, il nous faut l'altérité, l'autre, et au niveau social, pour pouvoir exister, il faut qu'on soit meilleur que les autres. On est dans un phénomène de lutte permanente, dans toutes les dimensions. Dans la recherche, dans tout, on est en lutte. Or, l'idée d'un extraterrestre vient pour, on va dire, donner une forme de solidarité, réfléchir sur une autre humanité, et donc on a une vision beaucoup plus globale. Maintenant, au niveau de la science, oui, c'est un intérêt majeur que de pouvoir rassembler toutes ces données et titiller la façon de faire la connaissance aujourd'hui. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines scientifiques, on est dans une forme de perplexité. Pourquoi? Parce que on s'intéresse beaucoup à la portée de la science actuelle sans s'interroger suffisamment sur ses limites. Et l'une des limites est justement la démarche que nous entreprenons. Et il faut un jour ou l'autre remettre en cause, faire évoluer cette démarche pour élargir nos horizons. Or, il n'y a pas plus intéressant que ces phénomènes qui nous paraissent aujourd'hui anormaux et inexpliqués. C'est une matière première pour les scientifiques. Tout à fait. Est-ce que ces phénomènes sont vraiment inexpliqués? Est-ce que la science est si limitée, ou est-ce que l'explication que parfois en donnent les scientifiques est déplaisante en fait pour le grand public, et du coup on préfère une autre explication? Par définition, l'UAP, parce qu'avant on parlait d'OVNI, objets volants non identifiés. Aujourd'hui, c'est pas des objets volants, ça peut être plein de trucs. C'est pas uniquement volant, ça peut être dans les airs, ça peut être, ça peut être dans la mer, ça peut être quelque chose qu'un satellite a capté. Donc c'est pour ça qu'on a généralisé. On parle plus de UFO, on parle de phénomène anormal et non identifié. Donc, par définition, l'éligibilité à ces phénomènes, ça veut dire que la science ne sait pas les expliquer. Bon, 99% de ces choses qui sont aujourd'hui, c'est des erreurs de captation. C'est soit une erreur, ou bien une erreur d'interprétation. D'une part. D'autre part,
est-ce que la science est capable? Aujourd'hui, la science, tu sais que plus on sait et plus on se pose plus notre connaissance de notre ignorance grandit. C'est-à-dire que aujourd'hui, la science, elle est encore embryonnaire. Même avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce que l'être humain sait expliquer, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. À chaque fois qu'on arrive à comprendre un phénomène, on se pose 1000 autres questions pour laquelle on n'a pas de réponse. Et ça dans tous les domaines. Donc la science aujourd'hui, les grands scientifiques sont très humbles. Il y a une forme d'humilité chez les grands scientifiques parce que ils savent quelles sont les limites de notre connaissance actuelle. Et bien sûr, la science actuelle humaine, et même si elle a fait un bond extraordinaire, un petit être humain sur Terre qui par le passé n'arrivait même pas à comprendre le ciel, aujourd'hui il est capable d'envoyer un télescope à 1 500 000 kilomètres de la Terre et de voir l'univers dans ses débuts, etc. C'est extraordinaire, mais ça reste encore embryonnaire par rapport aux capacités humaines et au devenir de la science. Oui, je comprends un peu l'idée du moins de ce que tu essayes de nous dire. Pour en revenir au sujet quand même du jour, sur la déclassification des dossiers OVNI, tu nous dis que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est ce que tu disais au début. Est-ce que pour autant ça démontre quelque chose? Est-ce que ça prouve le phénomène OVNI pour toi? En fait, pour toi, qu'est-ce que ça en dit de l'état de nos connaissances? Alors, premièrement, toute la déclassification, tout ce qui a été fait, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve, ni d'OVNI, ni du AP, ni quoi que ce soit. Donc, c'est une déclassification, mais on n'a encore aucune espèce de... Non seulement les objets, mais c'est pas uniquement des gens qui viendraient nous voir. Même l'information. Est-ce qu'il y a une civilisation à 3 ou 4 milliards d'années-lumière? Est-ce qu'ils nous ont envoyé un signal? On n'a aujourd'hui aucun signe. Donc, ni présence, ni signal émis de l'extérieur. Et ça, c'est un fait scientifique. Aujourd'hui, c'est un fait. Donc, ce que nous avons, c'est uniquement des phénomènes paranormaux qui sont inexpliqués. Même cette déclassification, elle ne dit pas qu'il y a des ovnis ou des extraterrestres ou quelque chose comme ça. Absolument pas. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais ajouter sur le sujet ou on clôture tranquillement l'entretien? Moi, je réponds aux questions. Mais j'ai peut-être oublié de te poser une question que tu aurais aimé que je te pose. Oui, quand j'ai dit la façon que j'ai réfléchi, je suis scientifique, mais mais je réfléchis aussi dans un cadre religieux. J'aurais souhaité que tu me poses la question en quoi la religion puisse être, pourquoi la religion dans la doxa actuelle, il y a une antinomie entre démarche scientifique et démarche religieuse. Donc comment on mixe les deux? Voilà une question qui aurait été intéressante. Oui, tout à fait. Tu l'as posé dès le départ, d'ailleurs. Je trouvais que ça s'écartait un petit peu du sujet, sauf si tu vois tes croyances. C'est la substance même des entretiens épistémiques, c'est de voir comment quelqu'un pense et pourquoi il pense ce à quoi il pense. Oui, tout à fait. Et donc, si moi j'ai un paradigme religieux et scientifique, ça serait bien de savoir comment un religieux pense aux extraterrestres, aux ovnis. Mais bon, puisqu'on a dépassé... voilà, non, mais justement dans ce sens-là, parce que moi je pensais que tu allais plutôt partir sur autre chose, mais il y a une... effectivement, du coup, on a parlé que du côté science et scientifique que tu as un peu plus développé, mais justement, la religion, elle en pense quoi? Elle envisage quoi? Quel est son regard sur la question OVNI? Alors, par rapport à la religion, on a un cadre, d'accord, et on a des hypothèses, pas des hypothèses, des vérités qui sont émises comme étant
par exemple l'origine de l'univers, de l'humanité, etc. Et donc ce cadre-là, il nous donne un cadre de réflexion. D'autre part, on a des versets qui parlent, par exemple, de vitesse supérieure à la lumière. On a des versets qui parlent de téléportation immédiate. Donc, la religion me donne non seulement un cadre, mais me donne aussi des hypothèses qui sont, du point de vue du religieux, la parole de celui qui a créé cet univers. Donc, pour moi, ces hypothèses, je les prends comme parce que la science, elle est tout le temps axiologique. Elle est obligatoirement axiologique et axiomatique. On part d'hypothèses, on fait un raisonnement très rigoureux pour arriver à des conclusions. Mais qui se prononce sur la véracité de ces hypothèses. Or, le cadre religieux me dit, voilà les hypothèses qui sont vraies. Donc, par rapport à ça, j'ai non seulement un cadre, mais comme Dieu m'a créé sachant et qui est capable de réfléchir et d'apprendre à mieux lire. Donc, je développe des démarches scientifiques, je m'inscris dans la science, mais avec des hypothèses vraies, avec un cadre vrai. Et donc, je profite à la fois de l'avancée scientifique humaine, mais je profite aussi de tout le cadre qui est supposé pour un religieux vrai. Ok, intéressant. Et ce sera ma dernière question parce que je pense qu'on va dépasser les 15 minutes. Mais si demain tu apprenais que la religion, en fait, le cadre qu'elle te donne est biaisé ou incorrect, est-ce que tu changerais ta manière d'appréhender la question? Alors, en science, comme je viens de le dire, on commence toujours par des hypothèses. Et les hypothèses, on les prend pour vrai sans les démontrer. Il va ainsi pour les théorèmes, pour les postulats, pour les axiomes. Toute notre façon de faire la science, par exemple la logique aristotélicienne, elle a des principes qui sont indémontrables. Les équations de Newton, etc. Par exemple, le temps et l'espace, on le définit pas. On se le représente et on travaille en fonction de notre représentation. Et du temps et de l'espace. Ce sont des représentations. Maintenant, tout ce que nous produisons dans la science, il est issu de cette façon de se représenter l'espace, la science, la logique, etc. Maintenant, pour la religion, pour revenir à ta question, pour moi, être un homme de foi, c'est dire que tous les postulats, enfin, ce n'est plus des postulats, ça devient des vérités intangibles. Donc, il est impossible qu'un homme de foi puisse remettre en cause une parole divine, que lui considère comme étant divine. Elle a une supériorité par rapport à la production de la connaissance humaine. Parce que c'est celui qui est supposé avoir créé cet univers, nous avoir créé, qui nous parle. Et donc sa parole, elle est absolue. Donc je ne peux pas remettre en cause tout ce qui est, moi qui suis musulman, tout ce qui est dans le Coran. Je peux remettre en cause une interprétation des versets, mais pas les versets eux-mêmes. Je peux dire que je l'ai pas compris, parce que il y a le Coran, il y a toute la pensée religieuse qui est une interprétation du Coran. Je peux remettre les interprétations, je peux remettre la culture ou la culture islamique, mais jamais le Coran. Ok, ça marche, je comprends. Je vais me tourner vers mes collègues, voir s'ils ont des questions à emporter, Russell, John, et puis épistémique. Puis je reviendrai vers toi. C'est vraiment bizarre. Dans l'entretien épistémique, les gens posent des questions et ce que j'adore, c'est qu'ils ne jugent pas la personne. Mais sur le chat, oh là là, qu'est-ce qu'on juge? Il ne dit rien et son Coran est faux. Je ne sais pas pourquoi on est dans un live épistémique et on doit faire l'effort de ne pas juger, mais d'essayer de comprendre pourquoi une personne pense ce qu'elle pense et de tomber dans l'erreur de juger les personnes qui sont interviewées. Franchement. Malheureusement, nous, c'est la démarche qu'on essaye d'avoir et d'appliquer. Après, malheureusement, ce qui se passe dans le chat, voilà, faut éviter de lire ce qui se passe dans le chat pendant les entretiens. Et c'est Mélanie qui te le dit, alors là, faut l'écouter. Désolée. J'avais une
peut-être une question, Mostafa. Quel est l'élément le plus fort que tu aurais décrypté dans ces documents déclassifiés qui viendrait concorder ta foi en une possibilité d'une vie extraterrestre sous la forme métaphysique? Quand je suis dans une approche scientifique ou démêler des faits ou démêler, je ne cherche jamais à conforter ma foi. Je suis loin de tomber dans le biais du conformisme ou de vouloir dire voilà un fait scientifique qui vient confirmer ma foi. Non, ma foi elle est inébranlable. Ok, alors excuse-moi, j'ai mal posé la question. Dans ces documents, quel est l'élément qui te paraît le plus probant, le plus scientifique, qui viendrait corroborer la possibilité d'une vie extraterrestre présente sur Terre, qui sera en contact avec peut-être nous de façon aléatoire ou de façon réelle? Écoute, nous dans le paradigme religieux, l'être humain est extraterrestre. Il a été créé en dehors de la Terre, il est venu habiter la Terre. On dit qu'il y a des anges, et on dit qu'il y a des démons. Les démons sont dans une autre dimension. C'est pas les 4 dimensions que nous savons, les hauteur, largeur, enfin la profondeur, etc. ou le temps. C'est une autre conception du temps et une autre conception de l'espace. Donc nous, dans la religion, on dit qu'il y a des extraterrestres, ce sont les anges, les démons, et puis même l'être humain, il est d'origine extraterrestre. Maintenant, est-ce qu'il y a une vie en dehors de la Terre? Non seulement une vie, mais une vie intelligente, réflexive, et qui a la possibilité de créer une civilisation, une technologie, et pouvoir se mettre en communication avec vu l'immensité de l'espace, qui est le premier ciel, puisque 93 milliards J'ai peut-être mal posé ma question. Justement, je parlais sur la partie scientifique. Dans ces documents, quel est l'élément pour toi le plus probant qui viendrait corroborer qu'il y a effectivement eu aucun? D'accord, merci beaucoup. Galactique et John, allez-y. Ouais, moi j'attendais mon tour, hein. Je crois que c'était John d'abord, t'avais donné l'ordre. Ouais, salut Mostafa. En fait, moi j'avais une question, mais du coup tu as à peu près répondu enfin, ma question en gros était qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à la science en fait pour la faire évoluer, puisque tu dis qu'elle est trop limitée, et elle aurait été en fait me proposer effectivement par exemple l'approche religieuse. Finalement tu as répondu, et la question était comment discriminer entre toutes les croyances religieuses en fait pour savoir laquelle pourrait nous apporter quelque chose. Il y avait quelque chose comme ça dans ma première question. Je vais pas trop tout à fait la poser, mais je pense que tu peux y réfléchir en fait. Voilà comment voir. Très rapidement, en 30 secondes, je te réponds aux 2 questions. La façon de faire évoluer la science, c'est d'aller au-delà de l'hypothèse que la réalité est fondamentalement matérielle. Aujourd'hui, notre plus grande connaissance, la plus profonde, c'est les particules élémentaires. Les particules élémentaires ne sont en rien du tout élémentaires, ils sont aussi l'émergence de quelque chose de plus fondamental, en l'occurrence l'information. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comment discriminer entre les religions? Un seul truc, la vérité, l'axe vérité. Voilà. Mais comment vu que ça se base sur des croyances. Là, il faut tout un live épistémique. Voilà, il en faudrait, c'est pour ça. Voilà, on en fera. Qu'est-ce que la vérité? Quelles sont les preuves? Non, mais par contre, voilà. Mais il faudrait, ça serait très long, et c'est vraiment hors sujet. Par contre, qui est vraiment dans le sujet, parce que ça m'a, comme t'as répondu à cette question, ça m'a permis d'en voir une autre. Et tu disais, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'en gros, il faudrait peut-être prendre en plus, parce qu'il y a des choses dans là, t'avais cité le Coran, donc je vais reprendre le Coran. Il y a des choses, en fait, qui permettent d'ouvrir un petit peu, et qui permettrait peut-être de faire avancer plus la science, des connaissances pour toi, qui permettraient de faire plus avancer la science. Et ma question est,
comment expliques-tu qu'il n'y a à ce jour aucun scientifique qui a trouvé quelque chose qu'on ne connaissait pas simplement en se basant sur un livre saint? Alors qu'il y a des scientifiques, comme tu l'as dit, qui sont croyants. La question... Question emportée. Excuse-moi, parce que la question, elle est biaisée. Elle fait un constat. La question est biaisée, c'est de dire pourquoi les scientifiques ne sont jamais partis d'un livre saint et trouvent quelque chose. Or, il n'y a pas plus faux que ça. Ah il y a aucun scientifique à ma connaissance, mais si t'en as, moi je suis preneur. À ta connaissance. Oui, voilà, si tu en as, je suis preneur, mais envoie-les-moi par MP, on regardera un peu, qui s'est basé d'abord sur un livre saint pour trouver quelque chose. Mais si t'en as, je suis preneur, vraiment. Voilà, en tout cas, merci. Est-ce que tu as une question? Non, j'ai pas de questions à emporter. Bon, alors je vais poser la dernière. Comment ça s'est passé, Mostafa, ton entretien? Comme d'habitude, très très mal. Vous me fatiguez. Je n'apprends rien du tout sur moi-même, sur ma façon de réfléchir. Voilà. C'est le meilleur live de tout TikTok. Ça marche, Bon, merci alors, beaucoup. excusez-moi, mais là, tu peux le répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Je dis que c'est le pire live de TikTok. Ah, merci beaucoup. Excuse-moi, Mélanie, je te... Merci à vous. Merci. Merci à toi. Merci que vous existez et que l'entretien épistémique existe et qu'il y ait des questions et des réponses sans jugement, mais uniquement vouloir comprendre l'autre. Merci beaucoup.